Bonjour, c'est Juliette. Je suis heureuse de vous accueillir à nouveau au manoir pour un nouvel entretien surnaturel avec Marina Stanek et sa chaîne Dealeuse d'art. Aujourd'hui, on va explorer comment l'amour et la mort peuvent être vus à travers l'art. Et on va aussi s'attarder sur le destin hors du commun de plusieurs artistes. C'est là tout le talent de Marina. Révéler et raconter brillamment ce qui se cache derrière une œuvre et par quel chemin est passé l'artiste qui l'a produite. Vous nous suivez ? Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan. C'est parfait. Hop. Tu es bien, ça va ? Je suis bien installée, j'ai monté, je suis tout à toi. Bonjour Marina. Donc c'est la première fois que je te reçois au manoir. Donc je suis vraiment ravie de t'y voir, en vrai. Bonjour Juliette, merci. Donc on va commencer par un petit portrait, si tu veux bien. C'est mon petit passage obligé pour que mes auditeurs puissent mieux te connaître. Donc tu as créé le projet Dealeuse d'art, qui mêle réflexion sur les couples d'artistes et vulgarisation artistique. Donc en gros, l'amour et la mort vus à travers l'art, c'est ton credo. Oui. Tu es très présente sur Instagram, TikTok et YouTube, qui sont des plateformes sur lesquelles tu as une très belle communauté de plus de 20 000 fidèles. Alors, il y avait 30 000 abonnés, le compte a été banni sur TikTok, mais on va dire tout cumulé, j'ai 10 000 sur TikTok et puis à peu près 5 000 sur Insta. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, tu nous expliqueras toutes les péripéties de réseaux sociaux. Et donc, voilà, comme moi, je fais partie de tes fidèles aussi. Et une communauté qui monte chaque mois un peu plus et qui te suivent. Alors, autant tu es une taphophile invétérée, comme tu dis souvent, on va voir après ce que ça signifie. Tout le monde se dit, ah, quoi. Autant de mon côté, moi aussi j'ai un petit qualificatif exotique puisque je suis plutôt une silogomane. Ouais, j'ai la collectionnite aiguë, bah oui. Donc au vu de ma propension à demander à chacun de mes invités de venir enrichir ma collection de trésors dans mon cabinet de curiosité. Et donc tu m'as apporté un bel objet aujourd'hui que je vais te laisser décrire à mes auditeurs. Bien sûr. Alors c'est une petite figurine qui trône sur mon bureau, sur tous les bureaux que j'ai occupés. Ça représente comme un petit scribe égyptien, donc qui a les jambes croisées sur un petit socle en bois. La figurine, elle est sombre, alors elle a une valeur sentimentale, mais elle a une valeur, c'est pas une matière noble. Et donc en fait elle représente un petit scribe qui fait son travail, qui est en train d'œuvrer, c'est-à-dire en train de d'écrire sur une petite tablette. Caractère après caractère, laborieusement. Voilà, exactement. Et moi, j'ai toujours vu un petit signe, puisque j'adore écrire et c'est un peu la base de mon métier, puisque quand je fais des vidéos, forcément, je fais un petit script. Donc, j'ai toujours gardé précieusement cette petite figurine que mes parents m'ont offert. Eh bien, écoute, je l'accueille avec plaisir et c'est un vrai honneur, puisque moi aussi, je partage cette passion pour l'écriture et les carnets et les crayons qui traînent partout. Donc tu te définis comme, on le disait, ce terme exotique, taphophile notoire atteinte du syndrome de Stendhal, j'ai beaucoup apprécié. Donc effectivement, puisque taphophile, c'est avoir la passion en fait des cimetières, être très intéressé par les cimetières et les sépultures. Et effectivement, tu passes le plus clair de ton temps à la recherche de sépultures d'artistes dans les plus beaux cimetières parisiens, entre autres, j'imagine. Et puis tu aimes t'émerveiller devant des œuvres qui te font vibrer. Œuvres d'art. Comment t'es venu ce concept et ce goût pour les histoires qui mêlent amour, art et mort ? Alors, merci pour ta question. Le gros point de démarrage, et on voit pas forcément le lien au premier abord, c'est ma dating fatigue. C'est-à-dire, donc désolé pour l'anglicisme, c'est la fatigue d'utiliser les applications de rencontres. Ouais. C'est-à-dire que quand je vivais en Bretagne, il y a un moment donné où j'ai vécu un petit peu une période assez sombre, difficile, où je me bornais un peu à des rencontres superficielles, à une sorte de surconsommation. J'avais l'impression qu'on faisait principalement de mon corps et j'ai trouvé que c'était très violent ce qui se passait sur les applis de rencontres. D'ailleurs, pour ne pas la citer, il en existe d'autres et j'ai commencé à faire des recherches au début. Sur l'amour, parce que moi j'ai une espèce de vision, alors pas forcément Disney, tu la praline, mais plutôt une vision assez romantique et profonde et spirituelle de l'amour romantique. Ouais. Et j'ai voulu un peu réparer mon rapport à l'amour romantique en allant chercher ce que je trouvais pas dans ma vie personnelle, chercher dans les couples d'artistes et dans l'histoire de l'art ce qui me faisait rêver, ce qui me faisait vibrer, en gros.
D'accord. Ouais, les couples mythiques ont quand même un peu plus de substance, effectivement, que certaines relations très en surface, comme tu dis, sur les applis de rencontres. C'est vrai qu'il y en a certaines, ça devient vraiment de la consommation, comme tu dis, d'amour, en fait. Notamment, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, celle où tu peux mettre un homme dans ton caddie, là. Adopte un mec, moi j'ai jamais. Oui, c'est ça. C'est vrai que le marketing, il est assez. Ils ont tout joué là-dessus. Ouais. C'est lié à notre époque aussi, j'imagine. Hein. Complètement. Mais je comprends, cette envie de se plonger et de retrouver de la vraie substance, en fait. Complètement. Donc, ton grand-père était croque-mort. Ouais. Et je crois qu'à la maison, c'est ce que tu me disais, vous parliez très librement de cimetière, de la mort. Hein. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas forcément toujours très courants dans la construction d'un enfant. Est-ce que tu penses que ça a influé en quelque sorte sur ton rapport à la mort aujourd'hui ? Oui, sûrement, je pense. Après, on est dans une famille d'anxieux, on a un tempérament de nerveux, d'anxieux, et donc je pense que c'est un peu lié. Moi, mon grand-père, il a été croque-mort un temps dans sa vie. C'est pas le grand métier qu'il a fait, mais il a été verrier. Il a été pendant un temps dans des pompes funèbres qui s'appellent dans le Nord. Elle s'appelle toujours d'ailleurs Schwiderec de mémoire. Et nous, à table, c'était en mode mon grand-père prenait la voix du Nord et il lisait les morts du jour. Ah, tu te rappelles, tu connais, machin. Et puis moi, je sais pas, je me rappelle petite et c'était des conversations récurrentes. Et du coup, ça m'a un peu marqué. Après, je t'avoue que je fais pas le lien direct par rapport à la mort, comment je le traite sur mon compte. Moi, c'est plutôt les hommes sur les applis qui ont tué ma vision de l'amour romantique. Et j'ai voulu un peu, moi, aller à l'encontre de ce cynisme ambiant sur les apps, tu vois, en mode « Ah, elle est mignonne, elle veut trouver l'amour ». Et aller justement chercher des modèles différents de couples qui se sont aimés. D'accord, ok. Donc, on en parlait, hein, tu as eu effectivement pas mal d'expériences parfois difficiles, alors dans ta vie amoureuse, mais aussi dans ta vie professionnelle. Donc, je crois que tu as été community manager, formatrice en création de contenu, réseaux sociaux. Tu as bossé aussi en tant que rédactrice, notamment dans des univers assez féminins et digitaux. Donc, j'avais noté mademoiselle.com et la youtubeuse Enjoy Phoenix. Est-ce que quelque part, ça a nourri un peu cette vision du romantisme ou complètement à l'inverse, ça a contribué à la difficulté que tu as rencontrée en fait ? Les réseaux sociaux, pour moi, c'est différent. C'est un moyen pour moi, en fait, de véhiculer mon message et de vulgariser l'histoire de l'art. C'est vrai, quand je travaillais chez Mademoiselle, si tu veux, donc j'étais pas journaliste, j'avais pas la carte de presse, mais j'étais rédactrice web. On a été nombreuses à l'avoir été. Et j'admirais à l'époque ces youtubeuses qui se filmaient. C'était pas aussi, il y a quelques années, pas aussi commun qu'aujourd'hui. Et moi, j'étais très introvertie, très timide, et j'admirais ces jeunes femmes qui s'appropriaient leur image, qui parlaient de leur passion à la caméra. Et c'est qu'après, moi, au début, j'avais un compte Instagram qui parlait d'amour de façon assez frontale. Tu sais, je parlais de mes relations amoureuses, de mes déconvenues, des choses cool qui m'arrivaient parfois. Et j'ai voulu mettre à distance et bien garder ma vie privée. C'est très important pour moi maintenant. Plutôt d'apporter à mon audience quelque chose d'instructif, d'intéressant et de faire passer des messages en filigrane de façon subtile sur ce que je pense sur l'amour romantique, mais plutôt par le prisme de couple et je prends le prétexte de sujet de l'art en fait. D'accord. Du coup, quelle est ta vision des réseaux sociaux ? Donc, on comprend effectivement que c'est un vrai moyen pour toi aujourd'hui de t'exprimer et de trouver une audience et de toucher les gens sur ton univers et ce qui t'intéresse. Maintenant, après, je pense qu'on doit partager un peu la même chose, même si je suis beaucoup moins exposée que toi. Mais il y a quand même un côté très violent sur les réseaux sociaux. Pas que sur les applis de rencontres, hein, mais globalement, en fait. Il y a une décomplexion maintenant, je trouve, notamment sur TikTok, de par l'anonymat, tu vois, les vagues de harcèlement qu'il peut y avoir, notamment sur certaines femmes qui prennent la parole sur le féminisme, etc. Et c'est vrai qu'hier, j'ai regardé il y avait une petite vidéo justement sur les réseaux sociaux de Scarlett Johansson qui disait « Ah non, moi j'ai pas de réseaux sociaux » et les journalistes s'émerveillaient de « Ah, tu n'avais pas de réseaux sociaux, madame, vous qui êtes une grande actrice mondialement connue ». Elle dit « Non, moi je suis vraiment trop fragile pour ça ». Et moi je me dis des fois, c'est vrai qu'il faut avoir les épaules pour il y en a qui disent non mais t'as qu'à fermer ton téléphone et le problème est fini. Et je pense que ces personnes sont complètement à côté de la plaque et ne se rendent pas compte que le métier de créateur de contenu, même si tu filtres, même si tu essaies de faire en sorte que ça ne te touche pas, oui en effet t'es exposé à des agressions, des mots violents et ça peut te déstabiliser. Moi fort heureusement je suis pas extrêmement connue et c'est pas ce que je recherche, même la célébrité me fait très très peur.
Tu sais, je pense toujours à ce truc de Andy Warhol, le quart d'heure de célébrité. Et il y a un truc, je trouve assez, pas ridicule, mais moi j'ai envie que ça soit mon travail qui soit connu et pas ma personne directement. Parce que quand tu es une femme sur les réseaux sociaux, tu es constamment critiquée sur ton apparence physique. Tu n'es pas attaquée forcément sur tes propos. Là où j'imagine en tout cas, peut-être que je me trompe, que les créateurs masculins, on va regarder leurs actions, leurs projets, et ils vont toujours être ramenés constamment à leur apparence. À leur apparence physique et le fait qu'ils soient des êtres humains et qu'ils vont avoir des rides, que leur apparence va changer. Et ça, des fois, moi, ça me pèse un peu. Ouais. Et puis comme tu dis, comme les gens sont décomplexés et bien cachés derrière leur écran, leur clavier, ils se permettent des choses assez dures. C'est vrai que des fois, ça va loin au niveau de la violence de certains propos, avec même des menaces de mort parfois. Alors je te souhaite tout de ne jamais en avoir, mais effectivement, c'est assez compliqué. Et toi, du coup, tu disais donc que tu as eu un souci sur TikTok puisque ton compte avait été fermé. Alors je crois que c'est une histoire de... de bannissement sur TikTok. Voilà, de bannissement. C'est le mot qui est utilisé, ouais. Ok. Et c'était lié à une de tes vidéos où ils ont considéré que c'était lié à la propriété intellectuelle, non, ou quelque chose comme ça ou... Si tu veux, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, c'est-à-dire que mon compte est collé bien. Si tu veux, les chiffres sur TikTok, pour moi, ne veulent rien dire, dans la mesure où, ça a un peu changé, mais il y a quelques mois, quelques années, tu pouvais exploser en une vidéo et te retrouver avec une communauté, alors considérable, parfois pas forcément très engagée, mais de 500 000, 800 000 personnes, c'est très déconcertant. Moi, 30 000, pour moi, c'est considéré comme un petit compte, mais ça me permettait de commencer à convaincre des musées, des structures de me payer pour mon travail, et donc forcément, ça se convertissait dans quelque chose d'intéressant pour moi, professionnellement. Ouais. Le truc qui s'est passé, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. J'avais fait à l'époque une réclamation à la CNIL parce que, petit rappel à l'audience qui nous écoute, si vous avez des réseaux sociaux, rappelez-vous que les contenus que vous créez sur vos réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. À la seconde où tu postes, tu es sur une plateforme qui n'est pas chez toi, à contrario d'un site internet. Il faut faire très attention à ça parce que moi je l'ai vécu. Donc ce bannissement, si tu veux, j'ai posté, je crois, un carrousel, donc une suite d'images d'œuvres d'art, art nouveau, totalement innocente. Les droits, c'est même pas une question de droit d'auteur, puisque l'artiste était morte déjà depuis 70 ans, donc il me semble de mémoire que c'était pas ça qui posait problème. Il me semble qu'il y avait un téton sur une des œuvres, mais c'était figuré par une ligne et un point. Je sais même pas si l'algorithme a pu identifier que c'était un sein, et en fait mon compte a été banni, et je n'ai même pas pu ma contestation n'a pas été étudiée, et je n'ai jamais pu récupérer l'intégralité de mon travail, en fait. C'est incroyable. Ouais, c'est complètement faux, et je suis pas la seule à qui c'est arrivé, attention. Ouais, c'est une sorte de super censure tout d'un coup d'un système qui a l'air très ouvert, mais qui au final échappe un peu à pas mal de règles, quoi, en fait. Qui a des règles très obscures. Mais je crois que c'était arrivé aussi sur La naissance du monde. Tu sais, le fameux tableau. Ah oui, l'origine du sexe féminin. Oui, je suis pas étonnée. Ouais, et c'est vrai que du coup, ça pose quand même des vrais soucis sur le côté automatique, notamment par l'IA ou par des algorithmes en fait qui classent et qui sont là normalement pour soit sauvegarder la propriété intellectuelle, soit éviter effectivement qu'il y ait des contenus pédopornographiques. Je vais y arriver, c'est dur à dire, ce qui est une bonne chose, hein. Mais c'est vrai que du coup, les filtres des fois sont pas forcément très fins. Pas très fins et assez obscurs. Moi, ce que j'ai c'est que avoir lu et bien analysé leurs consignes communautaires, donc évidemment il y a tout un pan sur la pornographie, la sexualité, etc. En fait, tu as un double discours qui est qu'il y a énormément de trafic qui est drivé par des contenus vraiment ouvertement sexuels, donc, et je suis pas là pour faire du slut shaming, etc. C'est pas ça, c'est plutôt vraiment du contenu porno, voire qui glisse vers la pédopornographie, qui est hébergée sur la plateforme en toute impunité. A contrario, l'histoire de l'art est constamment... Enfin, il y a des mots que tu peux pas prononcer, typiquement, donc des mots à caractère sexuel, viol, suicide, etc. Chose que je peux comprendre, mais si tu veux, typiquement sur le suicide, moi, quand je peux pas prononcer le mot, ou en tout cas, je sais que mon contenu va sauter, alors qu'on sait très bien qu'il y a des contenus qui encouragent et qui donnent des méthodes à parfois à des publics très jeunes pour passer à l'acte. Donc tu vois, c'est pour ça il y a un peu un double discours de leurs consignes communautaires qui sont pas très claires, quoi. Oui, tout à fait. Et puis même si ton propos était même de dénoncer, tu vois vraiment clairement, c'est une censure, comme on dit, où tu peux parler de rien, mais en même temps, il y en a qui trouvent des portes pour
Réussir à... Donc j'imagine que tu fais beaucoup plus attention aussi maintenant. Enfin, tu marches un peu sur des œufs ou comment? Est-ce que ça t'a censuré toi-même un petit peu par rapport à la recréation de tes comptes après? Bah forcément, après, bon, je trouve ça dommage et après, j'ai bien intégré que je n'étais pas chez moi, donc je devais respecter les règles qui sont imposées, donc ça, je l'ai bien compris. Pour moi, les réseaux sociaux, ça serait évidemment un tremplin pour d'autres activités, c'est pas une finalité en soi. Bien sûr. J'aimerais qu'une maison d'édition me remarque, après, ça, j'ai pas le contrôle là-dessus, mais j'aimerais écrire et avoir cette liberté d'écriture, d'aborder les thèmes frontalement. Et il y a plein de, je m'auto-censure, il y a plein de thèmes que je peux pas aborder parce que ça parle de sujets trop sensibles qui ne passeraient jamais sur TikTok ou sur Instagram. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Écoute, donc moi j'aime beaucoup ton univers et ton approche que je trouve très humaine justement de l'art. On en apprend beaucoup en regardant tes vidéos, puisqu'en fait le concept c'est que tu soulèves le voile sur l'envers du décor. Tu vas raconter l'histoire vraie qui peut se cacher derrière un tableau, un lieu ou les œuvres d'un artiste. Donc sur tes chaînes, moi j'ai noté, il y en a beaucoup, donc j'ai pas tout refait, mais celles qui m'ont marqué le plus, il y avait un sujet au Père Lachaise par rapport à Sarah Bernard, sur un peintre russe, Nico Pirosmani, Salvador Dali, Jacqueline Marval, donc des très beaux noms. Il y a aussi des lieux assez emblématiques, comme le Père Lachaise, donc ça c'est sûr que il a toute sa place. Le musée Testu, la Target. Le musée de l'écorché d'anatomie au Neubourg. Donc ça, on ne le connaît pas forcément, mais est très intéressant. Donc c'est un hommage à Louis Ozou, qui était médecin anatomiste. Comment tu fais, du coup, pour trouver ces lieux et ces sujets qui t'inspirent? Franchement, déjà merci d'avoir regardé. Tu m'as sorti diguer des noms, par ressorti des noms que j'avais oublié. J'ai fait ça, moi. En fait, au début, tu sais, tu commences par les grands noms. Au début, je faisais des petites vidéos sur, tiens, hop, une citation du peintre Edvard Munch, un truc de Salvador Dali et de lecture, de lien en lien. Au début, je commence par les pages Wikipédia qui sont malgré tout, des fois, c'est moqué, mais c'est une vraie source d'information de base. Bien sûr. En général, sur les grands sujets, c'est quand même bien fact-checké. Tu as bien les sources en bas où tu peux vérifier. Donc, voilà, même si toi et moi, on peut créer une page Wikipédia, normalement, la communauté assez réactive, elle va démonter si on dit n'importe quoi, si la Terre est plate. Ou je sais pas. Mais si, la Terre est plate. Bien sûr, je ne savais pas. Et donc, en fait, comment je fais? En fait, c'est de lien en lien. C'est vraiment déjà un coup de cœur pour un artiste, tout simplement, pour son œuvre, tout simplement. Je vais sur Reddit beaucoup. Qui a une sorte de site auquel je me source, et pas que ça, mais c'est plein de sources comme ça. Reddit, je tombe sur une œuvre, je connais pas, je vais googler son nom, je vais acheter sa biographie, je vais écouter un podcast France Culture, un documentaire Arte, c'est un peu toujours la même recette. Et puis après, je vais décider de faire un focus quand il y a plusieurs critères qui sont réunis, c'est-à-dire un coup de cœur pour son œuvre, un coup de cœur pour la vie de cet artiste et ou la vie amoureuse, parce que c'est un gros focus que je fais. Et aussi, j'ai un petit penchant pour les sujets, pas de niche, mais moins connus. Il y a toujours plein de choses à dire sur les artistes qui sont très connus, Picasso, Munch, Salvador Dali, etc. Mais j'avoue, je mets un point d'honneur à mettre en avant des artistes qui sont peut-être un petit peu moins connus du grand public. Évidemment, les historiens de l'art, les personnes qui sont issues d'un certain milieu connaissent les artistes dont je parle. Évidemment, j'ai rien à inventer, mais je mets vraiment un point d'honneur à mettre en avant des artistes moins connus du grand public et des artistes aussi parfois slaves, parce que j'ai des origines polonaises. Et voilà, c'est un plaisir pour moi de les mettre en avant sur mon compte. Oui, et puis il y a une vraie sensibilité artistique aussi de ce côté-là. Il y a un vrai canal d'expression aussi qui n'est pas forcément connu. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très appréciable sur tes chaînes. C'est cette diversité, en fait, et ce côté où on est un peu toujours surpris avec des découvertes auxquelles on ne s'attend pas. Et parfois, comme tu dis, en dehors des sentiers battus. Parfois, même souvent. Est-ce que ça arrive aussi que tu aies des membres de ta communauté qui te soumettent des sujets éventuellement? Complètement. Des fois, je le fais pour donner une anecdote très précise. Quand j'ai fait ma randonnée en Suisse sur les traces d'un artiste peintre qui s'appelait Giovanni Segantini, donc un artiste qui est enterré auprès de sa femme, et il y a une épitaphe qui est magnifique, et il y a une randonnée qui lui est consacrée. Donc il y a dans le monde, ça existe, il y a plein de
formats comme ça où tu fais une randonnée autour d'un artiste. Ouais. Il y a des points d'intérêt que tu visites, son musée, son cimetière, plein de choses. Et pendant ce voyage, donc je faisais ensuite, j'ai pensé être bien documentée sur l'artiste et puis on en apprend toujours parce qu'il y a un de mes abonnés sur Insta qui m'écrit pour me dire est-ce que tu savais que cet artiste souffrait apparemment de bipolarité, en tout cas de cyclothymie, qui est un trouble de l'humeur, hein, qui est marqué par des phases maniaques et des phases dépressives. Ouais. Et il m'a dit, il y a un auteur allemand qui a écrit un bouquin qui s'appelle Manie et Mélancolie, est-ce que ça te dit quelque chose? Je lui dis non, ça me dit rien du tout. Je commande le livre, à mon retour il était dans la boîte aux lettres et du coup je l'ai lu et ça a apporté la petite touche finale à mon sujet. Les abonnés sont incroyables pour ça, ils découvrent des choses vraiment formidables qui sont hyper complémentaires à mes sujets, quoi. D'accord, ouais, donc il y a une part de collaboration qui doit être super appréciable, effectivement, parce que tu commences à les connaître et puis ils partagent et ils contribuent aussi à... Ouais, c'est chouette, c'est super. Hyper enrichissant. Ça, c'est vraiment la beauté des réseaux sociaux. On a parlé des bons côtés, mais ça, c'est vraiment les bons côtés. C'est clair. Est-ce que tu peux nous révéler ton envers du décor à toi? Attention. Donc, on reste... On lève le voile. En tout bien, tout honneur. Donc, comment se passe une enquête? Est-ce que tu nous en parlais de ce petit trek, ces treks autour d'un artiste, par exemple. Donc, est-ce que tu as besoin d'aller sur place pour t'imprégner du lieu, voir en vrai l'œuvre et combien de temps ça te prend? Parce que j'imagine que c'est beaucoup de boulot aussi. Oui, alors avant, quand j'avais le premier compte TikTok, donc c'est toujours le même nom, mais j'ai juste rajouté un point dans l'URL parce que le nom d'utilisateur n'existait plus du coup. Mais en gros, quand j'avais le premier compte TikTok, j'avais pas forcément besoin de faire ça. Je ressentais pas l'envie forcément d'aller toujours sur place. Mais maintenant, avec si tu veux, là, on est tellement nombreux comme créateurs et je trouve que moi, pour tirer mon épingle du jeu, j'ai besoin de faire ça. Et ne serait-ce qu'avec les sujets comme je viens de citer, la Giovanni Segantini ou d'autres sujets, je trouve que quand tu vas sur place, tu acquiers une connaissance de l'artiste qui est totalement différente et qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus juste. Je dis pas que je détiens la vérité, c'est ma vérité à moi que je partage, mais par exemple Giovanni Segantini ou plus récemment l'artiste peintre Zdzislaw Beksiński, qui est un artiste polonais, quand tu vois l'endroit où tu vas dans sa ville natale, tu vois les paysages que la personne elle a peint, quand tu des personnes qui sont expertes sur les sujets et qui te parlent avec passion de l'artiste, je suis désolée, pour moi ça n'a aucune mesure, ça c'est pas du tout comparable avec la lecture d'une fiche Wikipédia comme je pouvais faire à mes débuts. Donc pour moi maintenant, c'est crucial d'aller sur place parce que ça apporte quelque chose vraiment d'unique à mes vidéos que tu retrouves pas forcément ailleurs, quoi. Oui, tu marches dans les traces de l'artiste, tu vois par ses yeux. C'est vrai que ça doit être très touchant en fait. Je sais pas, j'imagine de voir un tableau, de voir le paysage effectivement qui a été peint par l'artiste avec aussi peut-être toutes les évolutions du temps en fait, parce que le paysage change. Il y en a certains qui bougent pas, mais c'est rare. Donc je comprends. Ça doit être très touchant. Oui, complètement. Et pour les œuvres, c'est pareil du coup. Enfin, j'imagine que tu peux pas aller à l'autre bout du monde non plus pour voir une œuvre en particulier, mais quand tu as l'occasion, j'imagine que voir la peinture, tu peux pas la toucher parce que c'est protégé, mais tu vois la texture, au moins tu la vois de tes yeux. Est-ce que ça aussi c'est hyper important. Là, on parle de la touche, la façon dont la peinture elle est apposée sur la toile. Pour moi, je trouve ça crucial. Enfin, tu vois des choses qui sont incroyables et tu arrives du coup à en parler encore une fois avec plus de finesse. Et par exemple, là, tu sais, récemment, je suis en train de rassembler, j'ai rassemblé une cagnotte avec mes abonnés sur Instagram pour aller sur les traces donc, de Francis Bacon, le peintre irlandais. Et en fait, il y a la reproduction d'un de ces ateliers londoniens qui a été déplacé complètement et installé à Dublin dans un musée. Et donc mes abonnés m'ont financé pour aller là-bas et je pourrais faire une vidéo là aujourd'hui, tu vois, qui parle de cet atelier. Il n'y a pas besoin d'y aller, mais pour moi c'est tellement pas de saveur, c'est tellement fade et il faut que j'aille voir de mes yeux pour voir à quoi ça ressemble, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, effectivement, dans la mesure du budget, quoi. Ouais, parce que moi j'ai des grandes ambitions, mais les abonnés sont très généreux avec moi, mais bon, c'est vrai que j'aimerais trouver un mécène ou un financement, et ça c'est vraiment une des prochaines étapes. Pour faire un tour du monde des lieux artistiques et des chemins des artistes. Franchement, un tour d'Europe serait vraiment déjà formidable. Il y aurait énormément à faire déjà en Europe. Ouais, et puis j'imagine que tu dois avoir des artistes qui étaient assez nomades aussi, quelque part, parce qu'il y a une période où on voyageait quand même beaucoup. Ça peut être intéressant, tu vois, de suivre un artiste dans tout son trek européen. Complètement.
Alors, tu t'intéresses au rapport de l'amour et la mort à travers l'art. Est-ce que, du coup, tu peux nous raconter un petit peu certaines histoires ou couples mythiques en particulier qui t'auraient marqué, tes 3 couples préférés ou qui t'inspirent le plus? Alors, il y en a un très récent. Je suis très très fan du travail d'Arte, forcément comme plein d'influenceurs culturels, hein, parce qu'ils font un travail incroyable. Et en ce moment, je regarde beaucoup une émission qui passe genre en fin d'après-midi qui s'appelle Invitation au voyage. Et ils ont fait un focus sur un couple qui s'appelait les Deménil. Et c'est un couple en fait de mécènes qui a beaucoup contribué avec le Centre Pompidou. Ils ont créé un musée de mémoire, je crois que c'est au Texas, un musée donc avec plein d'œuvres incroyables qui sont accessibles gratuitement à un public. Donc ça c'est génial, tu vois, il y a toujours des groupes des scolaires et tout qui sont tout le temps dans ce musée. Il y a pas, ils expliquaient en fait dans le documentaire, enfin une espèce de petit reportage, qu'il n'y a pas ce truc un peu effrayant de barrière, d'entre-soi avec l'art. Tu vois, c'est genre la porte elle est grande ouverte. Vous rentrez comme vous voulez et vous accédez à des œuvres extraordinaires. Donc ça, j'ai trouvé ça génial de la part de ce couple et j'aimerais bien du coup creuser un peu plus et faire un focus sur ce couple que j'ai découvert récemment. Ensuite, dans le design, il y a un couple dont j'avais parlé rapidement sur mon compte Insta, c'est le couple Eames. Ça s'écrit E-A-M-E-S pour nos auditeurs. Et Eames, en fait, c'est un couple de designers. Tu as une galerie Vitra, c'est une galerie qui montre des grands designers dans le monde suisse, etc., européen, et ils montrent notamment le fruit du travail de ce couple. Et à ma connaissance, c'était un couple assez sain, parce que des fois dans les couples dont je parle, tu sais, c'est torturé, un peu destructeur. Voilà. Ouais. Donc là, j'ai cité à ma connaissance des couples qui étaient assez équilibrés. S'il y a un auditeur me pense, c'est le contraire, qu'il n'hésite pas à me contacter, je rectifie dans ma vidéo. Et donc ça, c'est plutôt dans des mécènes designers mais qui gravitent autour du monde de l'art. Et sinon, il y a un couple que j'adore, que j'avais découvert dans un livre d'Alain Vircondelet qui s'appelle de mémoire, c'est les couples mythiques de l'art. Okay. Et c'est le fameux Yves Klein. Pour celles et ceux qui n'ont pas forcément en tête, c'est un artiste qui a beaucoup travaillé autour de la couleur bleue, une espèce de bleu outre-mer très vif, qui s'appelle le IKB3, International Klein Blue quelque chose. Et il était en couple avec... avant de mourir, il est mort d'une façon très soudaine et il était avec une femme qui s'appelait Rothroth Hucker et ça a été un véritable coup de foudre mutuel magnifique et Yves Klein a peint une œuvre où on les voit tous les deux au moment de leur mariage. Enfin, vraiment, c'est un couple que j'adore. Merci beaucoup pour ces belles histoires. Pareil, du coup, si on revient sur ta passion pour les cimetières et les tombes, que je partage. Hein, c'est génial. C'est drôle, alors je fais un petit aparté, mais j'ai découvert une branche cachée de ma famille en allant visiter un cimetière complètement par hasard. Branche complètement disparue, on la connaissait plus. Donc ça a aussi un intérêt d'être tapophile. Carrément. Généalogique, carrément. Bah oui, complètement. Du coup, est-ce que tu peux nous recommander tes monuments favoris ou les plus insolites au Père-Lachaise ? Dans l'univers des tapophiles, on fait des petites blagues sur le fait que y a tout le temps les mêmes sépultures qui sont mises en avant. Donc, ça va être pas forcément que des artistes peintres, mais ça va être Jim Morrison, Edith Piaf. Il y a la tombe de Victor Noir qui était, il me semble, un personnage illustre et tout le monde vient toucher son membre viril, si vous voyez ce que je veux dire. Tout à fait. Voilà. Et donc, il y a toutes ces sépultures qui sont tout le temps mises en avant. Et du coup, je trouve ça dommage. Du coup, moi, je me permets de te dire, j'ai pas envie de te faire des recos du Père-Lachaise, mais j'ai envie de te parler d'un autre cimetière. Très bien, avec plaisir. En région parisienne, il y a un cimetière russe qui s'appelle le cimetière c'est Sainte-Geneviève-des-Bois, de mémoire. Et c'est un cimetière russe qui est très connu. Alors, il est vraiment magnifique. Juste petit aparté, je fais toujours la petite info pour celles et ceux qui se rendraient dans les cimetières. Toujours essayer de veiller à avoir un comportement en adéquation avec le lieu. Je le rappelle, mais ça me semble plutôt du bon sens, mais juste faire attention à la façon dont on va s'habiller, de la façon qu'on va avoir de se comporter dans un lieu qui est de recueillement, quoi. Voilà, parenthèse fermée. Oui. Et dans ce cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, en fait, c'est un cimetière russe dans lequel il y a deux artistes qui sont enterrés que j'adore. Le premier, c'est Constantin Somov. C'est un artiste incroyable, très touchant, qui a beaucoup peint ses compagnons. Il était homosexuel et à l'époque, c'était
malheureusement pas accepté. Et donc il a peint une œuvre qui est magnifique qu'il a représentée. C'est un boxeur torse nu, la chair elle est peinte d'une manière incroyable, enfin, c'est magnifique. Et voilà, la sépulture en elle-même elle a pas forcément un intérêt visuel, mais l'histoire de l'artiste est incroyable. Donc moi j'y étais allée pour lui rendre hommage. Et j'ai découvert qu'il y avait un danseur russe qui était enterré là-bas et qui a une sépulture qui est absolument incroyable. En fait, ça représente une sorte de donc un tombeau qui est recouvert d'un tapis en mosaïque qui est rouge, doré, bleu, vraiment vif. Et c'est un danseur russe qui s'appelait Rudolf Nureyev. Il est mort du sida de mémoire. J'espère ne pas dire de bêtises. Moi, je trouve que c'était un danseur absolument incroyable. Et sa sépulture, elle est magnifique. Et quand je suis allée la première fois au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, je l'ai raté. Et c'est un Japonais qui m'a dit oui, tu devrais y aller. Je l'ai pas trouvé sa sépulture, donc faudrait que j'y retourne. Voilà. D'accord. Alors après, c'est drôle parce que toujours en lien avec cet intérêt pour les cimetières et les sépultures, on était allé par hasard dans le cimetière de Milan. Et en fait, ça m'avait fait vraiment rire parce que tu avais notamment vraiment une sépulture, mais énorme, mais qui est vraiment gigantesque, avec, ça représentait l'agriculture avec des vaches, il y avait un paysan, je crois, dessus. Ouais. Mais en fait, il n'y avait pas de nom. Ah ouais. Donc du coup, tu vois, c'est un peu étonnant en fait le côté, tu vois, on met le budget dans la sépulture, mais on n'a pas mis le nom par contre. Non, pour moi, il y a plusieurs cas de figure. Soit ça peut être un cénotaphe, donc c'est un endroit qui marque l'endroit d'un défunt, mais il n'y a pas de corps. Donc ça c'est comme alors je sais plus où, mais au cimetière du Montparnasse, je crois qu'il y a ce genre ça existe dans tous les cimetières, où ça peut être juste une sculpture. Au cimetière du Père-Lachaise, il y a une sculpture très étrange qui représente un homme et une femme assis. C'est un bronze, mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date. Donc on ne sait pas si c'est une œuvre d'art ou si c'est une tombe, tu vois. C'est très... Ouais, d'accord. Ouais, un peu de mystère. Ouais. Eh ben, merci beaucoup pour ces découvertes, effectivement. C'est bien de sortir encore une fois des sentiers battus. Ah oui, oui. Alors moi, j'avais fait une histoire, effectivement, ça me fait rire ce que tu me dis par rapport au Père-Lachaise. Ça commence sur la tombe de Jim Morrison et ça se termine par un fantôme qui ramène le personnage vers la toute première petite fille qui avait été enterrée au Père-Lachaise, en fait. Ah, trop intéressant. 7e, ouais. J'avais fait un petit épisode comme ça en bonus, en fait. Je sais pas comment m'était venue l'idée, encore une fois, tu sais, des fois. Faut pas chercher. Mais ouais, de jeu de cache-cache avec cette petite fille à travers le Père-Lachaise. Donc j'ai réussi à sortir des sentiers battus. C'est trop bien. Et c'est une fiction ou c'est basé sur une histoire vraie de la première tombe qui a été créée? Alors c'est toujours un mélange, histoire vraie ou alors fait recherché et fiction. Donc cette petite fille existe. J'avais recherché effectivement l'emplacement. Je sais que sa tombe a été modifiée parce qu'ils avaient besoin de construire un mur pour agrandir, il me semble, le Père-Lachaise. Et du coup, il n'y a plus qu'une plaque en fait qui désigne l'emplacement de sa tombe aujourd'hui. Voilà. Mais du coup, par contre, le Père-Lachaise, c'est un lieu, moi, qui m'interpelle. Alors, pas par le côté sensationnel ou marketing, entre guillemets, tu vois, qu'on peut y trouver, mais plus... alors, moi, j'ai vécu longtemps à Paris et c'est vrai que c'est un lieu dans lequel il y a une aura particulière quand même si beaucoup de gens sont attirés là-bas, il y a aussi une raison pour ça. Est-ce que tu pourrais alors si tu as, bien sûr, peut-être nous livrer une ou deux anecdotes en lien avec l'occultisme ou le paranormal, mais par rapport à un cimetière ou une œuvre? Alors, j'en ai plusieurs, du coup, parce qu'on me pose souvent la question de est-ce que je suis appelée par des artistes? Est-ce qu'il y a un lien, forcément, puisque je me présente comme étant la porte-parole des artistes de l'au-delà, donc c'est une tournure poétique. Voilà, mais il y a pas de... C'est vrai que j'ai tout de suite communiqué là-dessus en disant que je ne suis pas appelée par qui que ce soit, c'est juste un intérêt pour l'artiste, et moi, j'ai pas de lien direct avec... Oui, t'as pas de talent de médium ou de choses comme ça. Voilà, je préférais clarifier, mais au niveau de l'occultisme, etc., ou des choses un peu étranges ou qui posent question dans les histoires que j'ai trouvées ces dernières années. Il y en a plusieurs. Il y a déjà un artiste qui est enterré à Montmartre qui s'appelait Victor Bronner. C'est un artiste assez confidentiel qui est connu du monde de l'art, mais peut-être pas du grand public. Et c'est un artiste en fait qui a peint une série tournée sur les yeux.
mais c'était il peignait beaucoup des yeux énucléés, enfin des personnes qui il leur manquait un œil. Et ça, il l'a fait donc pendant un temps, et il va être confronté à une situation, il va être mêlé à une sorte de bagarre, pour résumer, et il y a un éclat de verre qui va partir d'une bouteille ou d'un verre, je ne sais plus, et ça va atterrir dans son œil. Il va perdre l'usage de l'un de ses yeux, et donc il va peindre un autoportrait qui est minuscule, qui a été exposé notamment lors de l'exposition surréalisme au Centre Pompidou là en 2024-2025. Là, l'expo elle est plus en cours, mais moi je l'ai vue, cette œuvre, elle est incroyable, elle est très petite. La légende raconte que c'est une œuvre prémonitoire, puisque cette œuvre a été réalisée avant la bagarre. Donc c'est assez incroyable de voir ce tableau qui représente lui-même sans cet œil, et que voilà. Donc ça déjà, c'est un truc que je trouve hyper intéressant. Carrément, ouais. Je connaissais pas du tout. Et ça, j'avais noté là, j'avais pris des notes parce que j'étais allée voir sa tombe, et son épitaphe est très belle. C'est peindre, c'est la vie, la vraie vie, ma vie. Et c'est très court, mais je la trouve juste hyper jolie. Oui, une ode à la vie, c'est bien. Ouais. En anecdote, alors, je me suis beaucoup intéressée au sujet de la psychogénéalogie. Donc, qui est considérée comme une pseudo-science, évidemment, mais il y a des ponts avec l'épigénétique, donc le fait que, en gros, si tu as vécu un traumatisme ou quelque chose de très très violent, ça a potentiellement pu se marquer dans ton ADN, dans tes gènes. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est plutôt l'épigénétique, et le côté plus spirituel de la chose, ça va être plutôt la psychogénéalogie. Ça va être plutôt, par exemple, je caricature, mais dans ta famille, s'il y a tendance à avoir des femmes dans ta lignée qui se suicident, peut-être que toi, tu es plus exposé à ce risque, par exemple. Et il y a 2 artistes que j'adore, donc Salvador Dali et Vincent Van Gogh, qui sont réputés pour avoir une anecdote en matière de psychogénéalogie. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'enfant de remplacement. C'est-à-dire que Dali et Van Gogh ont tous les deux respectivement eu un frère, donc un grand frère, qui est mort très jeune. Et par exemple, Van Gogh, la légende raconte, mais c'est vrai, c'est documenté, que Van Gogh est donc passé petit devant la tombe de son frère qui s'appelait Vincent Van Gogh, comme lui. Ah, ils l'ont appelé pareil. Donc, l'héritage émotionnel, on comprend, quoi. Tu portes un poids hyper lourd des attentes de tes parents qui voulaient un enfant qu'ils ont perdu, et donc ils passaient devant la tombe de Vincent Van Gogh, donc son grand frère. Et rebelote avec Dali, et je peux te citer d'autres exemples dans l'histoire de l'art, mais là il y a Dali qui me vient en tête. Salvador Dali, le grand peintre qu'on voit comme quelqu'un de très fantasque, qui prenait beaucoup de place, surréaliste, etc. Et il a eu un frère pareil. Il y a une archive de l'INA qui montre, il en parle lui-même, en disant que sa mère, elle a perdu un Salvador Dali avant lui. Donc les parents ont encore une fois appelé le grand frère du même nom et prénom que l'artiste, enfin les artistes qu'on connaît. Et Salvador Dali explique que ça justifierait le fait qu'il prenait beaucoup de place, qu'il avait besoin d'être extraordinaire pour que sa mère ou ses parents, l'acceptent quelque part. Et ça, je trouve ça absolument incroyable. Ouais, c'est un peu une sensation quelque part non avouée d'être un peu le deuxième choix, quoi, en fait. Complètement. Après, c'est vrai qu'il y a une époque, tu vois, au 19e, par exemple, tu avais aussi des questions de lignée, où ça se faisait beaucoup. C'était une époque où, de toute façon, les enfants mouraient très jeunes, et on avait beaucoup d'enfants pour être sûr d'établir la lignée. C'est vrai que peut-être qu'il y avait moins de poids, on s'accordait peut-être moins à la psychologie globale, mais c'est vrai que je peux comprendre le poids après à porter pour ces artistes. Alors en parlant justement de personnalités un petit peu blessées par la vie, justement, super transition, j'avais été touchée par une de tes vidéos en particulier sur le plancher de Jeannot, qui a été exposé au musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Déjà, je savais même pas qu'il y avait un musée à l'hôpital Sainte-Anne, c'est juste assez incroyable. Et donc, pour expliquer un petit peu à mes auditeurs, c'est le parquet de Jeannot, enfin le plancher de Jeannot, c'est un parquet en chêne de 13 mètres carrés qui a été gravé à la main par un certain Jean Crampil-Broucaret, qui a un petit surnom de Jeannot, et qui avait été retrouvé dans une ferme béarnaise en ruine par un brocanteur qui l'a récupéré et qui l'a montré à un de ses amis qui était spécialisé, il me semble, dans les traumatismes psychiques. Et donc, ce parquet comporte un message et il est exposé effectivement sous verre dans le musée de l'hôpital Sainte-Anne.
Moi, c'est le côté. Alors, je suis très, très sensible aux matières, tu vois, la pierre, le bois, qui transmettent peut-être des énergies, ou en tout cas qui ont été témoins de vie par le passé et qui peuvent rester des centaines d'années. Et de voir un message comme ça gravé. Alors, ça date des années 70, il me semble, hein, c'est ça? Et de mémoire, oui. Ouais. Et du coup, il l'avait gravé au ciseau à bois, à la perceuse, et c'était un long travail, quoi. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Et puis, voilà, peut-être nous parler aussi du message qui est gravé sur ce plancher et ce fameux Jeannot. Oui. Et parce que j'ai vraiment une affinité. J'adore ce que fait le musée d'art et d'histoire de l'hôpital Sainte-Anne. J'ai vraiment beaucoup d'affection pour leur travail parce que je trouve ça formidable de mettre en avant le travail des patients artistes patients. Voilà, on le dit dans le Ouais. on veut. Le but, c'est pas de mettre les gens dans des cases et des étiquettes de cette personne. Voilà, on la résume à son trouble ou à sa maladie psychique. Mais voilà, ça peut être éclairant sur certaines choses. Et cette expo, du coup, elle va être en 2 volets de mémoire. Et donc là, le plancher qui est exposé, donc par ce fameux Jeannot, c'était assez cryptique et mystérieux. Alors, il se sentait accusé de quelque chose. Alors, on ne sait pas si il se sentait persécuté et du coup, il avait l'impression que dans le village, il y avait quelque chose où il en voulait. Est-ce que c'est quelque chose dont on n'avait pas connaissance, que le texte, on ne comprend pas trop. Il dit qu'ils se sont accusés de quelque chose. Après, il y a des élucubrations un peu sur Hitler, sur D'accord. Voilà. Et du coup, on ne sait pas si c'est le fruit d'un délire. On ne peut pas le savoir puisqu'il n'a pas été, à ma connaissance de mémoire, diagnostiqué de son vivant. Donc, on ne peut pas poser un diagnostic sur quelqu'un qui est mort, évidemment. On peut que faire des suppositions, et les suppositions, des fois, c'est un peu fallacieux. Mais ouais, le texte est assez obscur. Il a été reproduit sur 2 panneaux face au plancher, qui est exposé, d'ailleurs, je précise, à l'air nu, à l'air libre. Tu vois vraiment tout le travail que cette personne a fait. Et ce que je raconte dans ma vidéo, qui est absolument incroyable, que j'ai découvert durant l'expo, c'est que en fait, cet homme vivait reclus un peu dans un corps de ferme avec sa sœur et un temps avec sa maman. Et quand il va perdre sa mère, il va demander à la mairie ou je sais plus, en tout cas aux personnes compétentes à l'époque, s'il pouvait faire reposer sa mère non pas au cimetière, mais dans la maison, au sein du fou. Et ça, c'est complètement fou. Donc, ça va être accepté. Donc, le corps de la maman, si je ne dis pas de bêtises, va être placé dans un endroit dans la maison sous l'escalier. Et en fait, finalement, la chambre de Jean Crampil-Broucaré, elle était au-dessus. Et donc, en fait, il y avait une proximité entre la dépouille de sa maman et l'endroit où il a vécu. Et pour la fin de l'histoire, on ne sait pas vraiment de quoi il est mort, mais en tout cas, voilà, il a laissé ce témoignage à la postérité. D'accord, ok. Et très touchant, effectivement, hein, parce que alors moi, je ne l'ai pas vu en vrai, je l'ai vu que pas à travers ta vidéo et puis sur certaines photos, effectivement, quand j'avais creusé un peu le sujet après. Mais c'est vrai que du coup, le côté incertain des caractères, parce que voilà, c'est pas un sculpteur non plus, hein, j'avais trouvé ça vraiment, vraiment super intéressant. Donc merci pour la découverte. C'est un plaisir. Et oui, j'avais fait un petit article, moi, sur une BD que j'avais lue autour du rapport de certains artistes et de talents médiumniques, pour le coup, et des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Tu vois, il y avait le facteur cheval, par exemple. Ah oui. Ouais, il y avait un artiste médium russe aussi, il y a une anglaise. Et en fait, ce sont des gens qui ont fait des œuvres, mais complètement extraordinaires. L'anglaise, je crois qu'elle avait peint sur un rouleau de toile sur 1 kilomètre, je crois, un truc comme ça, à force. Et elle avait fait une œuvre, mais vraiment très, très belle, en fait. Il y en a un autre qui n'avait jamais peint de sa vie et qui a rendu des constructions presque géométriques parfaites pendant toute sa vie. Je trouve ça assez bluffant, en fait, effectivement, ce rapport. Je trouve ça passionnant. Il y a plein dans l'histoire de l'art qu'on explique ou on n'explique pas. Je respecte les croyances de chacun et tout. Il y a beaucoup, souvent, il y a le nom d'Ilma af Klint qui revient. Il y a plein de noms comme ça. Il y en a un aussi, c'était le Brésilien Luis Gasparetto qui prétendait être habité par des grands peintres et lui, de façon très habitée, il dessinait. Alors, est-ce que c'est du spectacle? Est-ce qu'il vivait vraiment quelque chose qu'on ne peut pas expliquer? Enfin, je laisserai à chacun se faire son avis, mais c'est hyper intéressant. Et la BD est vraiment super belle. Vraiment, en fait, le concept, si tu veux, c'est que tu as
un volet par peintre ou par artiste. Et en fait, ils se rencontrent tous un peu, alors c'est pas vraiment un paradis, mais une sorte d'endroit un peu transitoire où ils sont assis sur des chaises et en fait, petit à petit, à chaque fois qu'il y a un portrait qui finit, tu vois, il rejoint les autres et ils discutent tous ensemble en fait. Mais ils sont au-delà de leur vie terrestre et ils jettent un regard un peu critique, mais sans l'être vraiment. Enfin, tu vois, en tout cas, posé et serein sur leur vie et leur œuvre, et parfois même un peu cynique et drôle. Donc ouais, j'ai été très 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 touchée par cette œuvre. Ouais, ça fait mouche, ça va sûrement adorer. Ouais, je pense aussi. Est-ce que tu peux nous parler, pour terminer, de tes projets? Tu nous parlais d'ailleurs d'un voyage que tes abonnés ont réussi à te financer, notamment. Alors mes projets, si tu veux, c'est ce que je disais en introduction. J'aimerais à terme pouvoir avoir les moyens financiers, les ressources, le temps aussi, parce que parfois je manque de temps malheureusement, parce que je pense que ce projet, si je le fais bénévolement sur mon temps libre, donc forcément, ça c'est le fruit de ce que je peux faire dans mes capacités. Mais j'aimerais à terme évidemment répliquer le format que j'ai fait, si tu veux, en Pologne, donc sur le format de Zdzisław Beksiński, qui est un artiste peintre polonais, et donc c'est aller sur place, aller donc c'est un peu toujours la même recette, hein, dans son musée ou dans l'atelier de l'artiste ou dans la maison du couple d'artistes, aller sur la sépulture si sépulture il y a, parce que parfois il n'y a pas de sépulture, et puis faire un travail d'écriture où il y a un traitement personnel de ce que je retiens, une sorte de tour d'Europe des sépultures, ateliers et maisons d'artistes peintres que j'adore. Et là, pour l'instant, donc il y a eu un premier étalon, une sorte d'épisode que j'ai créé seul avec mes moyens, en tout cas financé par ma communauté, mais le montage, etc., ça c'est moi qui ai tout fait. Et là, je pars du coup exactement à Dublin dans 2 mois, et je voulais parler de Francis Bacon, de ses histoires tumultueuses, et je voulais mettre un point d'honneur à mettre en avant des artistes de la communauté LGBTQIA+. Enfin là, Francis Bacon était homosexuel, et pas parler que de couple hétéro, ça c'était important. Bien sûr, ouais. Et mes projets, ça serait qu'un coup de chance du destin, ou je sais pas, qu'il y a un petit truc qui m'encourage à poursuivre, pas parce que je me dis que je vais arrêter, juste parce que parfois j'aurais besoin d'un petit coup de pouce, ne serait-ce que tu vois, pour que je puisse poursuivre. On s'épuise en fait. C'est vrai que en fait, il y a une passion, parce que moi c'est un peu pareil que toi, hein. Moi c'est bénévole aussi complètement. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, et la passion, ça nourrit, mais en même temps ça épuise aussi sur le long terme en tout cas. C'est un effort constant qui est difficile aussi parfois. Exactement. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux requièrent un rythme de publication qui est complètement délirant, et des fois moi je trouve que c'est vraiment abrutissant même, et moi je préfère prendre ce temps long de la création, mais qui tu te tires une balle dans le pied si tu poses pas régulièrement. Donc moi je veux respecter toujours mon éthique, ma ligne édito, respecter les artistes dont je parle, parce que j'ai énormément de respect et d'amour pour eux, donc je ne dois pas te traiter de façon rapide, il s'est suicidé comme ça dans des conditions tragiques. C'est un peu c'est un peu facile. Donc voilà, trouver ce juste milieu pour pouvoir continuer à mener cette série jusqu'au bout, parce que j'ai énormément encore de sujets en attente. Ouais. C'est l'intérêt. C'est vrai que du coup, c'est très riche comme sujet. Il y a toute une éternité à couvrir, en fait. Je me dis des fois, j'aurais passé de ma vie entière pour tout mais je ferai au mieux. Et du coup, tu nous parlais éventuellement d'un souhait, si c'était possible, hein, parce que là, tu parles de financer pour un tour d'Europe éventuel, mais est-ce que éventuellement tu as un projet de livre à pouvoir soumettre à une maison d'édition aussi éventuellement, ou pas du tout encore? Alors moi, si tu veux, j'ai pas un livre d'écrit là qui dort dans mes placards, ça serait mentir, c'est faux. Par contre, c'est vrai que chaque vidéo, elle est scriptée un minimum, donc c'est vrai que j'ai des centaines de notes qui reprennent des informations importantes, etc. J'ai commencé à écrire là-dessus. J'ai eu un premier contact avec une maison d'édition, et à demi-mot, c'est pas mon projet. Est intéressant, mais si tu veux, il y a quand même derrière, quand tu signes avec une maison d'édition, il y a une volonté mercantile, il faut que ton livre se vende derrière, ce que je comprends très bien. Et donc pour l'instant, je pense que mon projet est peut-être pas encore assez abouti à leurs yeux, ou peut-être j'ai pas encore assez d'abonnés pour que ça soit intéressant financièrement. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de proposition, mais c'est vrai que je suis en pourparlers actuellement avec une maison d'édition. Je n'ai pas eu encore de réponse définitive. Donc je suis ouverte à des propositions si elles sont cohérentes avec mon projet. Je veux pas faire n'importe quoi non plus, évidemment. Ouais, ok.
Bon, et écoute, j'étais ravie de pouvoir discuter de tout ça avec toi. C'était vraiment passionnant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Franchement, on a bien balayé. Non, sincèrement, non. Juste te remercier de l'opportunité de nous laisser la parole. Et merci beaucoup. Je trouve ça super intéressant comme échange. Pas avec plaisir. C'était un vrai bonheur de pouvoir te recevoir aussi au manoir pour de vrai. C'était vu que par écran interposé, donc ça fait du bien. Et écoute, je te remercie beaucoup Marina et puis je te souhaite une belle route sur les sentiers irlandais à venir pour Francis Bacon et on l'espère aussi européen bientôt.